Donc, non, d'ailleurs, c'est un point qui a été abordé hier, donc lors de cette table ronde, par plusieurs des représentants internationaux qui étaient là. Donc, entre autres, un observateur autrichien, mais aussi Janusz Putkonen, notre rédacteur en chef, oui. sur l'importance du devoir d'information envers les populations occidentales. Les deux ont souligné à quel point l'information objective était très importante pour justement faire en sorte que les populations européennes se mobilisent pour faire pression sur leur gouvernement pour que eux-mêmes fassent pression en fait sur Kiev en se basant sur le précédent de la guerre du Vietnam. C'est-à-dire de dire la guerre du Vietnam, les États-Unis se sont retirés parce qu'il y a eu une énorme pression populaire contre cette guerre. Donc s'il y a une énorme pression populaire en Occident contre la guerre dans le Donbass, contre le régime de Kiev, le soutien des États-Unis et donc de l'Europe, puisque l'Europe n'est qu'un vassal des États-Unis, ce sera automatiquement, et donc la guerre prendra fin. On peut l'espérer. Donc, voilà, donc d'où l'importance. Je sais que beaucoup de gens se découragent en se disant oui, mais j'arrive pas à faire comprendre aux gens autour de moi. Mais il faut marteler. Il y a un moment où les gens finissent par comprendre la réalité, où se trouve la vérité, et où de plus en plus de gens vont finir par ouvrir les yeux. Donc il faut continuer ce travail d'information. Il est très très important. Il est bien plus vital qu'on ne peut le penser. Les guerres maintenant ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille, elles se gagnent aussi sur on va dire la guerre de l'information. C'est aussi une véritable guerre. Oui, absolument. Donc cette drôle de guerre n'empêche pas la République populaire de Donetsk de se préparer. J'ai pu visiter les premières et secondes lignes de l'armée de la République populaire de Donetsk à Lugansk, qui est donc un petit peu au sud de Donetsk. Donc les soldats ont renforcé leur position, ont renforcé les abris dans lesquels sont logés en fait les soldats dans les tranchées. Donc ils se préparent vraiment pour une offensive de grande envergure. Civis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Oui, Christelle, parce que enfin, je veux dire, tout ce que l'on constate en ce moment ne donne comme conclusion que la guerre, que l'agression de Kiev contre le Donbass. Ça n'a pas d'autre objet. Et c'est ça qui est terrible d'ailleurs, parce qu'on ne peut rien faire pour l'instant, si ce n'est informer les gens en espérant qu'ils vont partager l'information. Voilà, et qu'ils vont se bouger un petit moment. Au niveau donc du Donbass, on va dire lui-même, par contre, il y a pas mal d'informations un petit peu positives. Donc il y a eu lors de cette conférence hier beaucoup de discussions sur le potentiel économique mais aussi politique des deux républiques populaires de Donetsk, qui pour beaucoup des intervenants qui étaient là hier se révèlent bien plus positifs pour les deux républiques populaires que pour l'Ukraine. Donc meilleures perspectives d'avenir en tout cas pour les deux républiques populaires que pour l'Ukraine, aussi bien sur le plan économique que sur le plan démocratique que sur le plan social, etc. Donc on voit effectivement un fossé de plus en plus grand qui se crée entre la RPD, la RPL et l'Ukraine. Donc l'Ukraine qui elle s'enfonce et les deux républiques populaires qui elles se relèvent. Hier par exemple, Igor Plotnitsky a signalé qu'en République populaire de Lugansk actuellement quasiment toute la population était revenue. Le niveau de population actuel est de 95% de celui d'avant la guerre. C'est toutes ces personnes qui sont parties en Russie. Qui étaient parties en Russie, ou pour certains en Ukraine, de l'Ouest, qui sont revenus. Donc les gens se rendent bien compte que la situation s'améliore ici, même si c'est très lent, mais des usines réouvrent, des infrastructures sont réparées, petit à petit, on crée des emplois tout doucement et la situation s'améliore. À Lugansk, par exemple, l'usine de munitions a réouvert il y a quelques mois, redonnant du travail à pas mal de gens. Là, ici, à Donetsk, on a eu l'ouverture de ces deux Don Mac qui remplacent les McDonald's, deux des McDonald's de Donetsk. L'un des deux restaurants emploie une 60aine de personnes.
Donc clairement, il y a des choses qui se mettent en place, des nouveaux commerces qui ouvrent ou qui réouvrent à la place d'anciens qui ont été fermés au moment du début de la guerre. Là, par exemple, pour la République populaire de Donetsk à Yassino-Vataya, il faut savoir qu'il y a une usine qui produit des machines d'extraction minière, entre autres. Donc des machines-outils assez perfectionnées. L'usine avait été touchée par des bombardements, etc. L'usine a réouvert. Et là, pour cette année, ils ont déjà produit 12 machines d'extraction minière qui vont partir en Russie, dans le nord du Kouzbas, pour de l'extraction de charbon. Et ce sont des machines assez high-tech qui sont faites pour forer en conditions dangereuses, donc dans des conditions où il y a beaucoup de gaz et de poussière, des risques de charbon. d'explosion, oui, tout à fait. Ouais. Donc, ce sont quand même des machines, c'est pas des machines de basse qualité, ce sont vraiment des machines de haute technologie. Donc on voit que le Donbass arrive à restaurer sa capacité industrielle, ses capacités économiques, alors que l'Ukraine, elle, perd son industrie, perd ses emplois, perd sa population et s'enfonce irrémédiablement dans une récession durable. Oui, c'est ce que je faisais remarquer il y a plus d'un an, c'était au mois de novembre 2014, pardon, quand j'avais fait une émission avec mon collègue Anthony à propos de l'Ukraine et de la Syrie, parce que c'est deux choses finalement liées, hein, et déjà à l'époque je l'expliquais, que le Donbass, toute la partie est en fait de l'Ukraine, est un secteur qui est très riche en industrie lourde, en industrie mécanique, en fait, que ne dispose pas le reste de l'Ukraine. Non, c'est ça. Et une grande partie du produit intérieur brut ukrainien venait de cette partie qui est devenue finalement indépendante. Indépendante, tout à fait. Il reste la grande ville plus au nord, qui elle est encore, entre guillemets, prise par Kiev, qui possédait aussi une industrie très avancée techniquement. Et le reste Mariupol, donc le grand port de Mariupol, qui est un port en eau profonde, un grand port commercial qui assure à lui seul, je crois, quelque chose comme 10% du PIB de l'Ukraine. D'accord. Donc là, c'est pour ça qu'ils ne lâchent pas Mariupol, et que Mariupol est tenu par des bataillons comme Azov. Des bataillons néo-nazis. Qui sont en fait les mercenaires que la CIA emploie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour tenter de briser en fait les lignes arrières des forces soviétiques dans le cas où elles auraient envahi l'Europe. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a eu des papiers qui ont fuité il n'y a pas très longtemps là, qui en révèlent d'assez belles sur les collusions. On connaissait déjà les collusions de la CIA avec Al-Qaïda, l'État islamique. Bon, les nazis, en fait, il n'y a rien de... On est blasé à la fin, ça reste dans la même logique du terrorisme d'État dont on parlait au début de ce site-rep. On a effectivement affaire à des méthodes qui sont... on est prêt à collaborer avec les pires crapules à partir du moment où ça sert les intérêts des États-Unis. Bon là, ça devient très grave quand même. D'ailleurs, on peut en profiter aussi pour encourager les gens à regarder, il y a un documentaire d'Arte d'ailleurs sur le réseau Gladio, ou des enquêtes qui ont été réalisées par le Suisse Daniele Ganzer, qui fait donc une enquête sur les réseaux de l'OTAN qui sont le Gladio, Stay Behind. Et très certainement, ces bataillons néo-nazis font partie de ces réseaux-là, hein. Le même réseau qui, au départ, avait exfiltré des milliers de nazis en direction des États-Unis. Et de l'Amérique du Sud, c'est ça. Entre autres. D'ailleurs, la situation en Ukraine se détériore tellement que maintenant les gens sont mûrs pour l'esclavage et pour devenir de jolis cobayes. Donc, il faut savoir que le ministère de la Santé ukrainien a autorisé les firmes pharmaceutiques américaines, françaises et suédoises à pratiquer des tests cliniques sur des patients ukrainiens. Voilà, donc maintenant qu'on les a bien ruinés, que les gens peuvent plus se payer le moindre traitement, maintenant on les transforme en cobayes vivants, quoi. Voilà, c'est magnifique. C'était une pratique nazie, ça, à l'époque. Oui, hein. oui. Les gens sortaient de camps de concentration, bon là, ils sont encore libres, mais quelque part, on n'en est pas loin. Hein.
Voilà, c'est ça. Maintenant, on les enferme par la dette. Tu vois, on les enchaîne par la dette. C'est beaucoup mieux. Et puis, ça évite de devoir payer trop de garde-chiourme. Ça coûte moins cher en barbelé électrifié aussi. Aussi. Voilà. Donc clairement, enfin, ça en dit long, quoi. Je veux dire, là, on n'est plus très loin, je pense, du trafic d'organes et autres joyeusetés du même. Ah mais je crois d'ailleurs que c'est le cas, hein. C'est le cas en Syrie parce que on a les soi-disant rebelles modérés qui sont victimes. Oui. Donc ici, il doit certainement y en avoir, oui. mais pour l'instant undercover, on va dire, hein, pas trop officiellement, mais je pense qu'ils vont finir par nous l'officialiser, hein, au point où on en est. Enfin là, ils sont en train d'officialiser le fait qu'ils transforment leur population en cobayes. Bon, je pense qu'on est plus très loin de les transformer en stock de pièces détachées, quoi. Hein. Voilà, ça va vraiment être ça. Pour donner un petit exemple, un petit peu du redressement aussi en République populaire de Donetsk, sur les 8 premiers mois de l'année, 775 km de route ont été refaits. Ce qui est quand même énorme quand on voit la taille de la République populaire de Donetsk, dépassant la moitié du plan annuel prévu qui est de 1500 km de route à refaire pour l'année 2016. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté des autorités de remettre les infrastructures en état, de réparer ce qui n'a pas été entretenu pendant plus de 20 ans par l'Ukraine. Je veux dire, il y a certaines routes ici, tu les vois, tu te demandes depuis quand ça a pas vu passer du goudron neuf, quoi. Hein. C'est vraiment catastrophique. Ou une pelleteuse ou un rouleau compresseur. Voilà. Donc c'est vraiment catastrophique. Côté République populaire de Lougansk, ils ont par contre fait quelques petites découvertes macabres qui doivent dater des débuts de la guerre. Sur base de renseignements d'un déserteur en fait de l'armée ukrainienne, ils ont retrouvé en fait des fosses communes remplies de soldats des forces armées ukrainiennes morts, donc des gens qui ont été certainement déclarés par le commandement comme étant disparus ou déserteurs et qui se trouvent là-dedans. Donc il y aurait vraiment une grosse quantité de soldats morts qu'ils ont retrouvés dans la forêt pas loin de Lougansk. Donc il va y avoir certainement des tests ADN à devoir faire pour identifier tous ces gens, ça promet des... Ouais, vérifier si eux aussi, ils ont tous leurs organes. Voilà. Et dans le rayon, on dissimule les pertes. Donc il faut savoir qu'ils ont tellement de pertes hors combat que maintenant le commandement ukrainien fait des audits réguliers auprès des unités pour vérifier où ça en est et essayer d'endiguer le problème. Et donc les commandants d'unités essayent de cacher, on va dire, la merde sous le tapis. Donc la dernière en date, c'est maintenant quand ils ont des pertes hors combat, genre des gars qui ont mal manipulé les armes parce qu'ils étaient bourrés. On prend les corps, on les fout après sur le front, on fait une vidéo ou une photo pour prouver qu'ils se sont fait tuer au combat et on envoie ça au commandement. Bon, comme d'habitude, ils font ça comme des manches. Résultat des courses, ils se sont fait attraper par le haut commandement et donc les commandants d'unité qui vont devoir répondre devant des enquêteurs de leur petite magouille pour essayer de frauder. D'accord. C'est des pieds nickelés, hein, quand même, parce qu'ils sont censés travailler de concert, hein. Ils sont censés travailler dans la même direction. Hein. Voilà, ils s'affaiblissent mutuellement. Hein. C'est utiliser les munitions dont les dates de péremption ont été dépassées au risque de casser du matériel qui aurait pu continuer de fonctionner avec des munitions en bon état. En même temps, c'est quand même profitable pour la population, je dirais, des républiques, puisque c'est toujours ça qu'elles n'auront pas à recevoir sur la tête. Sur la tête, voilà. C'est effectivement comme ça qu'on le prend, mais bon, c'est effectivement, enfin, c'est quand même lamentable, quoi. C'est clair. Alors, je vais faire un petit point sur donc la conférence d'hier, donc qui a parlé des accords de Minsk 2. Donc beaucoup effectivement ont rappelé l'importance de mettre en œuvre ces accords. Une résolution a été adoptée à l'issue de cette table ronde, donc à destination principalement de l'ONU, de l'OSCE et de la communauté internationale pour dénoncer les actes de Kiev, les blocages au niveau des accords de Minsk, de montrer que les deux républiques populaires, elles, sont de bonne volonté et essayent vraiment de trouver une solution pacifique. Mais de l'autre côté, effectivement, il y a eu de très très grandes discussions autour du fait qu'il y a quand même une situation très semblable dans les deux républiques populaires vis-à-vis de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, par exemple, qui se retrouvent
qui sont aussi dans une situation très similaire, c'est-à-dire des républiques qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale, mais qui sont voilà soutenues par la Russie à titre humanitaire, à titre diplomatique. Et donc les délégués Ossètes et Abkhazes qui étaient là ont donné vraiment comme conseil voilà de continuer quoi qu'il arrive, même si Minsk échoue. Un des intervenants dit même si Minsk échoue, eh bien continuez à bâtir votre État, continuez voilà à bâtir votre indépendance. Continuez à faire votre chemin tout seul, sans l'Ukraine. Nous sommes prêts à vous aider. Donc l'Ossétie a déclaré publiquement, donc le président du Parlement ossète a déclaré publiquement, donc l'Ossétie du Sud reconnaît les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà su et connu depuis pas mal de temps. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est que donc l'Ossétie du Sud va signer un traité de coopération avec les deux républiques populaires pour mettre en place une coopération sur les plans économiques et financiers, entre autres. Mais l'Ossétie du Sud a clairement dit que cette coopération ne se limiterait pas à ces aspects-là, que l'Ossétie du Sud est prête à coopérer et à aider les deux républiques populaires sur tous les plans, y compris militaires. Donc l'Ossétie du Sud est prête à venir prêter main forte aux deux républiques populaires en cas de besoin. Donc ça a été un des moments forts de cette table ronde d'hier, qui montre clairement que il y a une espèce d'union sacrée qui est en train de se former entre toutes ces petites républiques non reconnues par l'ONU, par la communauté internationale, pour être plus fortes ensemble. Autour d'un grand allié qui est la Russie. Oui, parce que tu parlais de la non-reconnaissance de la communauté internationale. Il se trouve que la communauté internationale, en réalité, c'est 4 ou 5 pays. Les autres, après, c'est des États croupions qui obéissent aveuglément à Washington. Donc, ils n'ont pas franchement une grande importance. Voilà, ça, on est bien d'accord. Voilà. Mais donc, par contre, si tu me permets, effectivement, les annonces qui ont été faites de la part de l'Ossétie du Sud sont très intéressantes, mais il faut quand même noter qu'on a eu des propositions à l'intérieur de la Fédération de Russie, de la part du leader tchétchène, pour une intervention tchétchène dans le Donbass. Et c'est Moscou qui a interdit. Calmer, parce que la Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie. Donc ils peuvent pas se permettre, mais effectivement, il y a eu des propositions aussi côté tchétchène. La Russie continue pour l'instant de limiter son aide au domaine diplomatique et humanitaire. Le 55e convoi d'ailleurs devrait arriver le 25 août, donc dans 5 jours. Le tonnage n'est pas encore connu, mais je pense que ça va être plus ou moins comme d'habitude, à peu près 1 millier de tonnes, donc c'est énorme. À peu près réparti 2 tiers pour Donetsk, 1 tiers pour Lugansk. C'est à peu près la répartition habituelle. Actuellement, donc depuis début 2016, on est à 1 convoi par mois. Il y a eu toute une période où c'était 2 convois par mois. On avait un convoi tous les 15 jours pendant une époque. Depuis le début de ces convois qui datent d'août 2014, on en est à 62 000 tonnes de matériel qui ont été envoyés dans ces convois humanitaires par la Russie. C'est une estimation. C'est considérable. C'est énorme. C'est énorme. 2014-2015, on atteignait déjà 57 000 tonnes. Et depuis le début de l'année, là, on est à peu près à 5 000. Donc là, il commence à réduire la fréquence, ce qui montre qu'effectivement, les républiques populaires deviennent de plus en plus autonomes. Il faut savoir que ces chargements contiennent non seulement de la nourriture, mais aussi des médicaments, du matériel de purification pour l'eau, des matériels de construction. Du matériel scolaire aussi, c'est ça Scolaire, du matériel ferroviaire aussi. L'année dernière, la Russie a aidé à remettre en état
entre autres tout le réseau ferroviaire autour de Debaltsevo, puisque Debaltsevo est un énorme nœud ferroviaire et routier, donc qui avait été lourdement touché par la bataille de Debaltsevo. Oui. Donc là, du matériel ferroviaire avait été fourni, permettant de rétablir des liaisons ferroviaires, donc savoir des liaisons ferroviaires qui fonctionnent entre Donetsk et Lugansk et entre Donetsk et Rostov. Donc je confirme. Les choses se remettent en place ici avec toute cette aide qui est fournie, mais aussi du matériel agricole, donc des machines agricoles entre autres ont été envoyées et des jouets pour Noël avaient été envoyés pour les enfants. Donc pour l'instant la Russie limite cette aide à cela, mais l'Ossétie du Sud ne fait pas partie de la Fédération de Russie, l'Abkhazie non plus, et donc l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie ont une plus grande, on va dire, latitude d'action que la Fédération de Russie dans le contexte de russophobie hystérique à laquelle on assiste actuellement en Occident. Ouais. Donc il y a eu des paroles très très fortes comme ça de soutien. Il faut savoir que les républiques ne sont quand même pas totalement isolées malgré le blocus économique et informationnel. Nous avons pu discuter avec des représentants des syndicats de Lugansk qui ont des contacts avec des représentants de syndicats en Europe, y compris en France. Ils essayent vraiment de créer maintenant de plus en plus de contacts avec ces représentants syndicaux, les inviter à venir à Lugansk pour voir par eux-mêmes ce qui se passe. Et donc d'ailleurs j'ai reçu un petit cadeau pour les membres du syndicat, du ou des syndicats de la Poste en France. Donc les représentants du syndicat de la Poste, puisqu'il y a une poste à Lugansk et à Donetsk, il y a un service postal qui fonctionne entre les deux républiques. Ils ont tenu à faire un petit cadeau pour les représentants syndicaux français du domaine de la Poste. Voilà. Donc des timbres de Lugansk. Donc avec des photos de monuments de Lugansk, de héros de la Seconde Guerre mondiale, le fameux convoi humanitaire, dont on parlait un petit peu plus tôt, etc. Ils ont même des systèmes d'enveloppes préaffranchies, comme en Europe, comme chez nous. Voilà. Donc s'il y a des représentants syndicaux français ou si vous connaissez des gens qui sont dans les syndicats de la Poste en France, dites-leur qu'on a un petit cadeau pour eux de la part de Lugansk et que les gens du syndicat de la Poste de Lugansk aimeraient bien établir le contact avec eux et les inviter à venir pour des discussions de coopération entre syndicats. Donc ce sont des choses qui se font avec des syndicats français, allemands, autrichiens, italiens, et ça marche très très bien. Donc en dehors de toute, on va dire, considération de politique internationale des pays concernés, les représentants de ces syndicats nous ont dit qu'ils avaient des discussions très très constructives avec leurs homologues internationaux. Ça permet un désenclavement médiatique en plus. Tout à fait. Tout à fait. Et puis ces représentants syndicaux internationaux peuvent voir par eux-mêmes et donc ensuite là aussi rapporter la vérité dans leur pays. Donc ça c'est quelque chose de très très important et beaucoup a été dit effectivement sur la volonté des deux républiques de se développer et Denis Pouchiline a d'ailleurs indiqué que si Minsk ne fonctionne pas, eh bien nous continuerons et nous essaierons de faire en sorte d'être reconnus. Il dit notre non-reconnaissance ne pourra pas durer éternellement. On va essayer par une méthode. Si ça marche pas, on en essaiera une autre. Et puis si elle marche pas, on en essaiera encore une autre jusqu'à ce qu'on trouve la méthode qui va fonctionner pour être reconnu internationalement. Donc plus ça va et plus le fossé se creuse entre l'Ukraine et les populations du Donbass, à chaque nouveau mort d'un côté comme de l'autre, à chaque mort de soldats ukrainiens, le peuple ukrainien est de plus en plus aussi remonté contre les républiques populaires, propagande aidant, et donc plus cette guerre s'éternise, plus la scission de l'Ukraine en de multiples États comme la Yougoslavie paraît inéluctable. Donc effectivement, là il serait temps que la communauté internationale réagisse si soi-disant elle veut, comme ils le prétendent, préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il serait temps de se réveiller et surtout si l'Europe veut éviter une guerre sur son territoire, il est temps que l'Europe, les dirigeants et surtout le peuple européen, les peuples européens se réveillent une bonne fois pour toutes avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il faut insister lourdement là-dessus. C'est que l'intervention de l'armée ukrainienne
dans le Donbass, c'est-à-dire la fameuse offensive finale, qui ne pourra pas être suivie d'une autre offensive. Hein. C'est-à-dire que c'est cette offensive-là ou rien, c'est fini, terminé. Hein. Elle aura pour effet de provoquer de la part de Moscou une intervention militaire. Hein. C'est évident. Si cette offensive dépasse les capacités des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ça c'est clair. En tant que garant des accords de Minsk, la Russie sera obligée d'intervenir, non seulement à cause de ces accords, mais aussi parce que les populations qui sont ici sont des populations ethniquement russes. Donc la Russie ne peut pas abandonner ces populations à un génocide promis par les bataillons nazis. Hein. Je veux dire, ils ne s'en cachent pas. Donc la Russie a redit à plusieurs reprises, via Vladimir Poutine, via Lavrov, via Sergei Shoigu, hein, comme on en a parlé la dernière fois, que ce scénario-là est inacceptable. Donc à partir de là, si la Russie intervient, clairement, on se lance dans la Troisième Guerre mondiale par Europe interposée, qui servira de chair à canon. Voilà, ce qui servira de chair à canon pour les États-Unis, qui vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire envoyer les autres au casse-pipe et puis fournir des armes pour faire tourner son industrie de guerre qui a besoin d'un tel conflit. Donc là, il serait vraiment temps que les gens ouvrent les yeux sur ce qui se passe, qu'ils ouvrent les yeux sur les mensonges dont on les abreuve. Parce que ça va leur coûter extrêmement cher, eux aussi. Ça va coûter extrêmement cher. Ceux qui pensent que ce qui se passe dans le Donbass, c'est très loin et que ça ne les concerne pas, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que ça se passe à 2500 km de chez vous que cela ne va pas vous impacter à un moment ou à un autre. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, que je croise ici dans le Donbass, nous disent « Dites à l'Europe ce qui se passe ici, parce que les prochains, ça sera eux. » Oui. La moindre babouchka ici, le moindre même adolescent ici est conscient que les peuples européens sont les prochains sur la liste, qu'ils subiront ce que subissent actuellement le peuple du Donbass. Ouais, donc il faut vraiment que les gens se réveillent et qu'ils comprennent bien que ce qui se passe ici, comme le dit assez fréquemment mon rédacteur en chef, so goes Donbass, so goes the world. Ainsi va le Donbass, ainsi va le monde. Et comme nous ne pouvons pas perdre le monde, nous ne pouvons pas perdre le Donbass. C'est aussi simple que ça. Et on a le même souci en Syrie, si tu me permets, puisque je viens d'avoir une information de Sputnik News qui rapporte des déclarations américaines absolument hallucinantes. Pour comprendre d'où ça vient, il y a quelques jours, des groupes kurdes qui se trouvent à proximité de la ville d'Assaké, en Syrie, hein, cette ville qui se trouve dans le secteur où aussi il y a eu la ville de Manbij, qui a été évacuée par les terroristes de Daesh en emportant avec eux ce qu'ils ont l'habitude de faire d'ailleurs, des boucliers humains. Donc les Kurdes soutenus par, les factions kurdes soutenues par les États-Unis se sont probablement dit que comme l'État syrien était trop occupé à démolir du front al-Nosra et du Daesh dans la banlieue d'Alep, qu'ils allaient peut-être pouvoir commencer à s'occuper de la création du Kurdistan syrien. Évidemment, du point de vue de la constitution syrienne, c'est une infamie, hein, c'est une infection. Et donc l'État syrien, après avoir constaté que ces factions kurdes avaient déjà tué des milices armées pro-syriennes, c'est-à-dire des patriotes armés pour se battre contre les terroristes. Donc les Kurdes soutenus par les Américains ont attaqué à plusieurs reprises, donc les forces représentatives de l'État syrien, qu'elles soient civiles ou militaires, en faisant des morts. Et à un moment donné, l'État syrien a tapé du poing sur la table, a envoyé des Sukhoi 24 bombarder ces factions, pour leur demander de stopper immédiatement leur tentative de... Parce que c'est du terrorisme, hein, sur le plan factuel, sur le plan... voilà, hein, sur le plan du sens, des répercussions, c'est du terrorisme.
Le problème, c'est que comme je disais tout à l'heure, enfin à l'instant, que ces factions ont été soutenues par les États-Unis, au moment où les avions syriens sont arrivés, on a eu des avions américains qui sont partis dans leur direction pour les menacer et les obliger à quitter le ciel. Et les déclarations américaines toutes récentes, rapportées donc par Sputnik News, ne disent rien d'autre que, et c'est ça qui est absolument hallucinant, les États-Unis se réservent le droit de défendre leur intégrité, mais leur intégrité, l'intégrité de leurs soldats, de leur armée, qui violent tous les traités internationaux sur la souveraineté d'un État, en étant présents sur le sol syrien sans aucune autorisation, sans mandat, sans rien. Et ces gens-là osent menacer l'État syrien de représailles militaires immédiates s'ils recommençaient à empêcher les Kurdes de tuer des soldats et des civils syriens. Voilà où on en est. Donc là, la dépêche vient de tomber, hein, c'est il y a quelques dizaines de minutes. Pour dire à quel point la situation en Syrie est en grande partie similaire à celle qui se trouve dans le Donbass. Et comme par hasard, dans les deux situations, on a le même commanditaire. Oui. Voilà. Les États-Unis. D'ailleurs, en Ukraine aussi, ça part en live au niveau des déclarations. Il y a eu un conseiller de Poroshenko qui a déclaré que le problème en Russie n'était pas Monsieur Poutine, mais l'ensemble du peuple russe. Qu'en gros, les Russes sont tous pareils et que il faut tous les tuer. C'est ça, non? Voilà. En gros, c'est plus ou moins ça le sous-entendu, quoi. Donc là, c'est quand même très très grave. Là, wow. On va où là? On pourrait se dire que c'est comment je dirais que on assiste à un film de cinéma si on n'avait pas les antécédents du régime nazi il y a plus de 70 ans. C'est ça. Où les propos étaient assez malheureusement similaires. Oui. D'ailleurs, il y a eu un appel qui a été lancé dans un média ukrainien avec un hashtag qui traduit, on va dire, en français, ça serait tabasser du Moscal. Oui, Moscal, c'est le petit surnom donné aux Russes par les Ukrainiens, qui est ni plus ni moins donc un truc bourré de mensonges sur l'invasion russe en Ukraine, etc. Enfin les poncifs habituels, et à la fin un appel à tabasser tous les Russes se trouvant en Ukraine. Bon, comme l'a signalé le journal qui a traduit ça en anglais, vous remplacez le mot russe par juif. Oui, on est là, vous avez l'impression d'une mauvaise descente aux enfers 70 ans en arrière. Surtout que ceux qui prononcent des propos aussi ignobles se réclament du nazisme, très clairement. Oui, de toute façon, ils sont en train de réhabiliter totalement les milices ukrainiennes nationalistes qui avaient collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. D'après ce que j'ai vu, ils veulent même poursuivre un vieux papy, je crois de plus de 90 ans, qui était colonel du KGB et qui avait éliminé plusieurs de ces gens-là. Et donc là, ils veulent le traîner devant la justice. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire après avoir rebaptisé certaines rues de ce qu'ils appellent avenue leur de Bandera et autres joyeusetés. C'est pas une Bandera, oui. Voilà, bon, c'est comme si chez nous on renommait des rues, rue du Maréchal Pétain, tu vois, oui, c'est ça. Ou rue Laval, quoi, tu vois. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Ou pourquoi pas Klaus Barbie aussi, enfin, je veux dire. Tout est possible dans l'ubuesque. Oui. Là, effectivement, en Ukraine, ça part de plus en plus en live. On se demande ce qu'ils consomment quand même, les autorités de Kiev, et les déclarations deviennent de plus en plus débiles, quoi. Là, ça devient un cirque à ciel ouvert. C'est un espèce de microcosme où les gens ont exactement le même type de discours, donc ils ne se rendent pas compte du côté débile de leur déclaration. C'est probablement ça en fait. Le problème, c'est que comme ce sont des gens responsables, pas responsables, parce que c'est des irresponsables quand même dans les faits, mais des gens qui ont des responsabilités, ils ont tendance à entraîner l'ensemble de la société ukrainienne dans ce délire. Oui, et puis à faire toute une propagande basée sur leur délire. Et là, c'est très très grave. C'est très très grave. On a un remake de ce qui s'est passé il y a 80 ans en Europe.
Et de nouveau, c'est soutenu par les États-Unis et nos gouvernements lâchement ferment les yeux sur ça, sans comprendre que comme il y a 80 ans, bah, ça va nous tomber sur le coin de la tronche. C'est ça. Donc voilà, en guise de conclusion, le site web de cette semaine. Des choses positives, des choses moins positives. On va voir effectivement comment ça évolue. Donc le 24, c'est pour bientôt. On va dans voir. 4 jours. Hein. Dans 4 jours. Donc ils seraient censés déclencher leur offensive quelques heures avant, disons 2 jours. Donc ce qui nous laisse lundi, en fait, enfin ce qui nous laisse le week-end à peu près tranquille. C'est ça. En apparence, hein. Possiblement en tout cas. Mais voilà, après la semaine qui vient risque d'être assez dangereuse. Assez chaude. Si ce n'est pas là, de toute façon, ça sera certainement au moment de l'automne, parce que dès que la saison de chauffage va commencer, ça sera fini. Ouais. Ça sera fini. Je veux dire, les gens s'en sortent plus. Il y a un moment où ça va craquer de tous les côtés et ils n'auront pas d'autre solution pour sauver leurs fesses pendant quelques semaines de plus que de déclencher les hostilités. Et je pense qu'ils le savent parfaitement. Ils en ont tout à fait conscience, pardon. Et c'est malheureusement ce qui va les pousser probablement à commettre l'irréparable dans quelques heures, dans quelques jours. Ouais. Voilà. Bon, eh bien, merci Christelle pour ce deuxième site rep. De rien. Bon courage, prudence. Hein, parce que, comme tu l'as dit au début, les bombardements n'ont cessé d'augmenter. Par rapport à la semaine dernière, il y a plus de morts, plus de bombes, plus de tirs lourds. Maintenant, ils tirent même en journée aussi. Lorsque nous sommes allés à Dakuchaevsk, on a pu entendre, dans la vidéo que j'ai fait, on peut entendre des tirs en pleine journée. Donc, ils attendent même plus la nuit tombée maintenant. Voilà. Donc, wait and see? Yes, wait and see. Ok. Au revoir, à bientôt. Tom. Merci Christelle. Au revoir. Ciao.